l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2. Nous sommes le mercredi 13 février 2019. Voici le sommaire du jour de ce Midi Actu. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Société pour démarrer, créée dans les années 1900, la radio est devenue aujourd'hui un outil incontournable dans la communication médiatique, de plus en plus mobile. Elle s'invite dans nos voitures et même nos téléphones. Ce 13 février est donc célébré la Journée mondiale de la radio, une occasion pour nous de revenir sur l'historique de sa création. Voici. Heinrich Hertz, faite en 1887. Le gouvernement crée ensuite la BBC en 1922. Radio-télégraphie et radio-téléphonique de l'âge, SOS. Messieurs les amateurs de télégraphie sensible, nous allons vous faire entendre un concert. Au cours du programme, les Français parlent aux Français. C'est après la guerre que les ingénieurs enthousiastes de Marconi ont lancé la radiodiffusion de divertissement. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. RCA Victor salutes National Radio Week, May 13th through May 19th. On that day in 1941, radio occupied a position at the very center of American life. 3, 2, 1, 0. All engine running. Les premières radios étaient encore limitées. It's a Regency TR-1, the first commercially made transistor radio. Les cohéreurs, fondés sur le concept d'Oliver Lodge. December 8th, 1941, 60 million Americans tuned in their radios to hear President Franklin Delano Roosevelt ask Congress to declare war against Japan. Который был совершен 12 апреля, был первым полетом в Советском Союзе, и, собственно, это был первый полет с человеком на борту космического корабля в истории всего человечества. The flight made on April 12th was the first flight in history of this kind, the first manned space flight ever. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une fois n'est pas coutume, il est avec nous aujourd'hui, mercredi, sur ce plateau de Midi Actu. Mamcher, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Léna. Alors, on a regardé ensemble cet élément sur la radio. Vous êtes aussi journaliste. Oui. La radio qui existe depuis les années 1900. Mais aujourd'hui, on voit que de moins en moins, parce qu'avant c'était dans nos maisons, maintenant c'est dans nos voitures ou alors nos téléphones. Maintenant, de moins en moins, peut-être on utilise la radio pour s'informer avec le numérique ou le digital. Oui, à moins que les gens écoutent la radio parfois en ligne. Souvent, c'est le cas. Mais le plus souvent, c'est un outil qui est actuellement moins utilisé. Comparé à avant, on nous montre ici des images d'archives. On voit Neil Armstrong qui se tire sur la Lune. C'était aussi la Première Guerre mondiale, etc. Donc, c'était un ensemble d'événements qui étaient tout le temps médiatisés à travers cet outil qu'est la radio.
Mais actuellement, elle est moins accessible et on peut dire qu'elle a presque laissé la place à d'autres outils. Je sais qu'il y a des personnes qui, quoi qu'il advienne, écoutent encore la radio, aujourd'hui en 2019. Donc, histoire de revenir vraiment sur cette journée mondiale donc, dédiée à la radio, nous autres journalistes ici au Sénégal, on voit que quand même, il y a beaucoup de choses qui se font côté radio, de belles choses. Oui. Pourquoi? Parce que le plus souvent, les journalistes qui travaillent pour une radio ont parfois accès à des endroits, on va dire des espaces, des lieux dans lesquels il est parfois difficile d'aller sur place et de faire une couverture avec une chaîne de télévision. L'autre chose aussi, c'est que la radio, malgré ce qu'on dit, la création de stations radio, etc., se multiplie encore au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des auditeurs, des gens qui continuent à suivre, qui suivent l'actualité, etc., donc qui s'intéressent toujours à ça, malgré l'éclosion qu'il y a eu avec Internet, avec tous les autres outils. Tout à fait. Nous passons, mesdames et messieurs, à la suite de Midi Actu, juste après ceci. Alors, parlons de Vieux McFay, le musicien qui vient de sortir un album intitulé « Non-assistance à enfants en danger », un album donc qui compte 7 titres, une manière pour l'artiste d'attirer l'attention sur la situation des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Un reportage de Maïmounassi. Es-tu de ceux qui toujours disent non? Es-tu de ceux qui toujours disent jamais? Non-assistance à enfants en danger, voici le titre phare de l'album du même nom publié par Vieux McFay. L'artiste grand musicien Jazzman, en featuring ici avec Shadia, lance un énième cri de cœur. Aujourd'hui, l'enfant est confronté à beaucoup de dangers, dont l'Internet. Et l'Internet n'est pas mauvais en soi. C'est ce que nous saisissons de l'Internet qui est mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'appelle la malédiction de l'Internet. Je ne donne pas le tort aux enfants, parce que les enfants sont plus doués que nous autres parents. Ils sont beaucoup plus... autant ils sont fragiles, autant ils sont plus intelligents que nous autres. Parce que quand vous laissez votre téléphone et que les enfants s'en saisissent, ils vont dans des coins et des recoins que vous-même, parents, vous ignorez. Le cas des enfants déshérités, abandonnés à leur sort ou victimes de violences inquiète Vieux McFay. Une inquiétude qu'il partage avec ses collègues musiciens venus assister au lancement et en premier chef Coumba Gawlo Seck, ambassadrice des enfants et marraine de cet album. J'apprécie beaucoup l'honneur que tu m'as fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu sais que tu es quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur et je sais que c'est réciproque. Tu as toujours été à mes côtés à chaque fois que j'étais sollicitée pour chanter, pour jouer avec moi. Et l'autre raison, c'est que la thématique de ton album me parle depuis plusieurs années maintenant. Dans ce plaidoyer, nous avons eu à ausculter les grands dangers qui guettent les enfants qui sont des proies faciles face à l'invention du net. Dans cet album de 7 titres, l'enfant de la SICAP Rudis évoque aussi des sujets qui l'ont personnellement interpellé. Il y a Plus jamais ça, qui traite de l'immigration. Il y a Le greffier. Bon, ça c'est pour faire un clin d'œil à la justice. Il y a Asalo qui est dédié à ma SICAP natale, c'est-à-dire la SICAP, mon quartier natal. Et il y a un thème que j'ai chanté en anglais, Let Me Tell You. Et qui est-ce qu'il y a encore comme thème? Ben Sorna, vous avez pu vous en rendre compte. J'ai voulu un tout petit peu taquiner les dames. Pour Vieux McFay, la sortie de cet album est une contribution de plus pour enrichir le répertoire musical sénégalais. L'artiste militant pour la cause des enfants présente également cet opus comme un legs à la génération future. Alors, Mame Cher Vieux McFay qui attire un peu l'attention sur le danger potentiel que peut représenter Internet, en tout cas pour les enfants. Ça tombe bien puisque les mercredis, nous avons donc cette rubrique technologie de l'information et de la communication. Donc, revenir un peu sur le rôle des artistes par rapport à l'éducation de nos populations. Oui, d'abord pour ce qui est des artistes, cet élément m'a un peu rappelé
un échange que j'ai eu un jour avec une personne âgée et qui m'a fait savoir que quand ils étaient jeunes et qu'ils voyaient pour la première fois des artistes, il y avait leurs parents, leurs grands-parents qui disaient que le terme artiste était lié au mot wolof artiste. D'accord. Voilà, donc c'était des gens qui devaient faire de sorte que certains fléaux, comme le cas ici avec Vieux McFay, puissent être dénoncés, etc. Donc c'était ça qui les intéressait et je pense que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a parlé de la santé aussi, c'est des sujets qu'il touche assez souvent. Et pour ce qui est des enfants aussi, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Il parle d'Internet, il parle des réseaux sociaux, c'est très important dans la mesure où même ceux qui ont créé ces réseaux ont carrément dit en toute honnêteté qu'ils commencent à les interdire à leurs propres enfants. On va partout en France, aux États-Unis, etc. Les espaces qui sont créés durant les vacances pour les enfants et des espaces dans lesquels le numérique n'est pas du tout d'usage. Voilà. Il n'y a aucun accès à Internet, aux outils, etc. afin que les enfants puissent développer leur intelligence avec autre chose, pas forcément avec les accessoires, les supports, Comme c'était le cas avec nous autres, hein, on n'avait pas accès forcément au matériel digital. Donc du coup, ça nous permettait un peu de lire plutôt que de surfer sur Internet. Et on voit que pour l'école, en tout cas, c'est un outil qui nous permettait d'exceller. Voilà. Tous ceux qui sont nés, on va dire, avant 2000 ont quand même eu cette chance. La chance d'exceller, de pouvoir réfléchir, de vivre un peu le naturel. De vivre parfois loin des espaces mécanisés ou de se détourner quand même de l'usage parfois trop exagéré de ces supports. On parle de génération 2000, génération 2.0 et nous passons toujours à la suite de Midi Actu. Alors, dans la large sphère de la communication, il y a la communication politique à seulement quelques jours donc de la grande présidentielle 2019, prévue le 24 février prochain. C'est le sujet qui nous intéresse, suivant cet élément. La communication politique est une forme de communication spécifique aux affaires politiques. Dans les démocraties pluralistes, elle a généralement pour vocation d'aider à l'élection de la personne qu'elle sert avant ou pendant une campagne électorale, et à favoriser le soutien de l'opinion publique lors de l'exercice d'un mandat. On peut citer différents vecteurs de la communication politique comme l'affichage, les rencontres sur le terrain et le tractage, les colonnes politiques dans la presse, à la radio et à la télévision, les débats politiques, les réunions et meetings, la présence télévisuelle en général, les éléments de langage, Internet. La communication politique est l'espace où s'échangent les discours contradictoires de trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique à travers des sondages. Dans le processus démocratique, la communication politique revêt une réelle importance. Elle participe à l'information du public, à son adhésion, à des idées ou au rejet d'autres et à son libre choix dans l'isoloir. Mme Cher, donc on parle aujourd'hui bien sûr de communication politique. On est à une dizaine de jours de la présidentielle 2019. Donc on a vu cet élément. Ce qui marque vraiment la communication politique, on a parlé de tout ce qui est campagne, de meeting, de programme. Donc revenir un peu là-dessus. Oui, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent cette nuance qui est faite et qui fait que les gens, en parlant de communication, parfois pensent faire référence à l'information. Et c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas parce qu'on détient l'information qu'on informe les gens qu'on est en train de communiquer. Loin de là. Donc communiquer ici en termes politiques, cela renvoie tout simplement au fait de faire de sorte qu'il y ait une parfaite adéquation entre le projet politique, le message, le programme, etc. que l'on propose et les attentes des électeurs. Donc dès qu'on a ficelé carrément ce projet, il faut aller vers ces électeurs et trouver le moyen de défendre ça, de faire de sorte qu'ils puissent saisir un peu le message et savoir exactement ce qu'on propose. Donc ici au Sénégal, pour cette présidentielle, on a 5 candidats. Donc le président Macky Sall, le président sortant, Issa Sall, on a aussi Madi Kenya, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Donc 5 candidats avec chacun un programme différent, un slogan différent, aussi une méthode de battre campagne différente. Oui, parce que la pertinence déjà pour ce qui est du slogan,
c'est de faire de sorte de choisir ce qu'on appelle un slogan performatif, c'est-à-dire un slogan qui appelle à l'action. C'est par exemple, ça a été le cas il y a récemment, on va dire, avec Macron qui parlait de la France en marche. Quand on dit en marche, voilà, donc l'action, il y a un appel à l'action. Donc c'est exactement le défi que les différents candidats essayent de relever ici. Chacun a sa façon de faire, mais il y a toujours le fait qu'il existe encore une adéquation, mais cette fois-ci entre le slogan et le programme politique que l'on propose. Donc c'est par exemple le président de la République qui revient assez souvent sur ses affiches, sur ses réalisations. C'est Ousmane Sonko qui prône la rupture avec un système et qui parle tout le temps de Jotna, donc l'avenir c'est maintenant. Pourquoi? Parce que pour lui, on a eu un système qui a un peu vieilli ou qui est défectueux et qu'il faut changer. Donc c'est ce qui revient le plus souvent dans ces messages. C'est par exemple le professeur El Hadji Issa Sall. Quand on lit son programme, on se rend compte qu'il est beaucoup plus focalisé sur l'homme, voilà, en tant qu'individu, et le rôle qu'il peut jouer dans sa société. Donc quand il parle de 2019, un homme neuf, il y a toujours le terme homme qui revient. C'est Madické Niang qui, dans son programme, fait un focus, donne de l'importance à la femme et aux enfants, et qui dit qu'il est dans un choix, qu'il incarne un choix sûr. Donc je pense que j'ai cité les 5. Oui. Voilà, donc Idrissa Seck. Idrissa Seck, par exemple, qui met plus l'accent en communiquant, on le sent, dans son expérience. Donc il essaie de montrer qu'il a été dans la politique, qu'il a été dans les affaires de l'État, et qu'avec son expérience, il peut faire changer les choses. Donc, en l'entendant communiquer, en regardant ses affiches, etc., ses discours, c'est ce qu'on sent beaucoup plus. Ça rappelle un peu en France le cas de Nicolas Sarkozy, qui utilisait tout le temps, qui utilisait les images de la France en menant sa campagne pour montrer qu'il a été au sein de l'État, qu'il a été président de la République. On voyait le drapeau de la France, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel chez chaque candidat. Tout à fait, parce qu'ici, quand on parle encore de slogan, on voit que c'est soit une phrase ou un mot, c'est assez court. Oui. Donc le choix du slogan, il me semble que c'est quand même important, ce qu'on choisit de véhiculer comme slogan. Voilà, c'est pas facile, parce qu'un slogan, cela renvoie au fait de résumer en une phrase ce que l'on veut que tout un électorat retienne de nous. Donc, en tant que candidat, si quelqu'un comme le président de la République, par exemple, veut que les 15 millions de Sénégalais retiennent en une phrase ce qu'il propose comme projet politique, et ce n'est pas aussi évident que ça. Et on voit aussi un peu partout dans Dakar, parce que c'est une campagne électorale, donc il y a l'affichage qui est promu, et on voit que chaque candidat a sa photo. Bon, le choix de la photo aussi, ça c'est très important. Est-ce qu'il faut sourire? Est-ce qu'il faut s'habiller de manière traditionnelle ou de manière classique, institutionnelle? Le choix des couleurs aussi, il me semble que tout ça, c'est important. Oui, parce que tout ça renvoie au visuel. C'est quelque chose de très important, la façon dont on se présente devant un public. Parce qu'en politique, il y a un élément qu'on appelle la politique des petites choses. Souvent, c'est de petites choses, c'est un sourire. Je donne un exemple. Quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, lorsqu'on croise quelqu'un, c'est de le saluer, parfois aussi de sourire. Quand tu commences l'émission aussi sur le plateau, tu salues les téléspectateurs et tu souris. On considère que c'est un petit détail. Je vais te raconter une chose. Lorsque Jacques Chirac menait une campagne, avant d'être élu, donc avant même de commencer la campagne, on va dire 1 ou 2 années avant, il avait un jour croisé une hôtesse de l'air dans un avion et qui lui avait conseillé, qui lui avait dit: Monsieur Chirac, si vous voulez être élu président en France, il faut prendre le temps de sourire et de saluer au moins 1 million de Français. Voilà, c'est-à-dire de faire de sorte 1 million pour dire de saluer autant de personnes possible. Donc pendant 2 ans, partout où il allait, il saluait le maximum de personnes possibles. Et il souriait, et parfois, restait même dans la conscience de certains qui ont voté pour lui. Parce que justement, vous parlez de conscience, le subconscient, il me semble qu'il assimile mieux une personne qui sourit. Ça, on l'apprend en publicité, en marketing et tout. Ça permet de se rapprocher plus de cette personne-là, parce qu'elle semble très sympathique, plutôt que la personne qui ne sourit pas, qui semble fermée aussi. Voilà, ça c'est important. C'est encore le cas de quelqu'un comme François Fillon, qui s'énervait parfois vite. Vous suivez beaucoup la politique française. Voilà. Qui s'énervait parfois beaucoup plus, parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a des ressemblances un peu avec ce qui se passe ici. Donc lui, ce qui lui est arrivé, c'est qu'on considère que c'était
un bureaucrate qui était un peu compliqué, qui ne souriait pas assez, etc. Pour rectifier ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il paraissait souvent en mode un peu plus décontracté. Donc c'est quelque chose, cela se retrouve même ici. Si vous voulez être candidat ou si vous avez un projet politique à présenter, même si vous n'êtes pas habitué à sourire, le plus souvent, ce sont des professionnels de la communication qui vous exigent de le faire. Et un conseiller en image, ce serait aussi important d'en avoir? Très important parce que l'image parle d'elle-même. Donc toutes les images qui sont utilisées, qui renvoient au visuel, sont vraiment très essentielles. Le choix des couleurs, voilà, l'est aussi parce que c'est toujours symbolique, on ne les choisit jamais par hasard. D'accord. Nous continuons toujours avec ce numéro de Midi Actu avec la complicité de Del Malik. Alors, sur cette même lancée d'ailleurs, Mame Cher, nous parlons de communication digitale en rapport avec la présidentielle 2019. Les candidats donc essaient comme ils peuvent de tirer profit du numérique en battant campagne sur les réseaux sociaux. Suivons ce reportage. Ils sont incontournables dans la campagne électorale, les réseaux sociaux. Avec la pénétration d'Internet dans les foyers, la communication digitale prend une autre tournure. Aujourd'hui, avec le taux d'utilisation d'Internet qui dépasse 50% au Sénégal, et le nombre d'utilisateurs de Facebook, par exemple, qui est de plus de 3 millions d'utilisateurs au Sénégal, on peut nettement penser que les réseaux sociaux sont fréquentés par plus de la moitié des gens qui sont inscrits sur le fichier électoral et qui doivent fondamentalement voter. Aujourd'hui, pour ce qui est des réseaux sociaux comme Facebook, si on met notre campagne en direct, on n'attend pas les autres télés ou bien les radios pour passer l'information. On est là-bas tous les jours, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Les états-majors des coalitions en lice sont conscients de l'ampleur des réseaux sociaux. Tous les candidats s'y sont mis pour faire passer leur message. Nos équipes sur le terrain font de telle sorte que ce que le président fait et dit durant cette campagne-là subissent un certain nombre de gonflements. Ce gonflement numérique, c'est le partage que nous avons avec nos différents comptes qui ont une certaine viralité, qui ont un certain engagement, ces différents supports-là, mais c'est également, surtout, avec les différents groupes de jeunes. Il y a un pool d'influenceurs aujourd'hui qui sont derrière le président Idrissa Seck, qui eux aussi sont en train de faire un travail formidable sur les réseaux sociaux, qui parlent du président, qui parlent de sa campagne et qui vraiment sont dans ces réseaux sociaux-là et qui animent cette campagne. Parce que la campagne, c'est vrai qu'elle est dehors, mais elle est aussi dans les réseaux sociaux. C'est comme s'il y a deux types de campagnes qui sont très bien distinctes, mais qui interagissent. Facebook, Twitter, Instagram, entre autres, sont désormais des relais indispensables pour les candidats. Les réseaux sociaux sur cette campagne présidentielle 2019 sont vraiment des enjeux énormes. Donc nous, de notre côté, on a notre campagne 2.0, comme on a l'habitude de l'appeler, des campagnes axées sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et plein d'autres. Il y a une équipe qui est là, qui est derrière les écrans, qui fait les réglages et les statistiques. Il y a une autre équipe sur le terrain pour des dispositifs de live, Facebook par exemple, qui pourront retransmettre les stories Instagram ou exactement les images dont nous aurons besoin pour pouvoir pratiquer l'image du candidat. Des community managers sont mobilisés pour assurer le marketing de contenu. Si on regarde les pages des différents candidats, que ce soit sur Facebook ou Twitter ou YouTube, on se rend compte nettement que derrière ces pages-là, il y a de bons graphistes, derrière ces pages-là, il y a de bons spécialistes en écriture web. Derrière ces pages-là, il y a un plan. Une stratégie de proximité qui devrait avoir des impacts positifs. Aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux nous aident à partager et à informer les Sénégalais de notre programme. Dans le même sujet, la campagne présidentielle. Et on voit qu'aussi cette année-ci, en tout cas par rapport aux campagnes précédentes, il y a cette nouveauté-là avec le numérique. Oui, il y a cette nouveauté parce que c'est quelque chose sans lequel on ne peut pas se départir de cette stratégie digitale. Pourquoi? Parce que nous avons tous ou presque deux identités. Donc nous sommes là physiquement à vivre, etc. Mais nous sommes aussi parfois sur les réseaux sociaux, sur les supports liés au digital, etc. Donc c'est ce qui fait qu'il faut forcément
que ces candidats puissent miser dans une stratégie digitale. Maintenant, il y a des professionnels, ce n'est pas le fait de se lever un jour et de se dire qu'il me faut une page Facebook. Tout à fait. Donc, il faut forcément que des professionnels travaillent sur toute une stratégie. Et le défi se trouve au niveau du ciblage. Je pense que M. Sadir Ndiaye l'a dit sur l'élément. Nous sommes plus de 3 millions d'utilisateurs sur Facebook, par exemple. Mais le défi relève du fait de faire un excellent ciblage afin de ne pas arrêter sa cible sur Internet. Tout à fait. Nous passons donc à la dernière partie de Midi Actu. Alors, l'État du Sénégal a déboursé pas moins de 250 millions de francs CFA pour former 200 techniciens dans le domaine des énergies renouvelables. On veut donc faire de Dakar un centre d'excellence dans ce secteur. Reportage. Le Sénégal s'est résolument engagé dans le développement des énergies renouvelables. Leur part dans la production nationale de l'électricité est estimée à 20%. Ce programme de formation et de recherche dédié aux énergies renouvelables devrait ainsi faciliter la transition. L'idée, c'est de faire du Sénégal, de Dakar, un centre d'excellence à terme pour les énergies renouvelables qui pourra rayonner sur toute la région et sur toute l'Afrique. Le programme a été financé par Meridiam et le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Nous apportons plus de 200 000 € par an à ce programme et il va continuer et nous espérons aussi amener d'autres partenaires pour le rendre durable et le faire durer quelques années de plus. Le projet sera mené par l'École supérieure polytechnique de Dakar. On va travailler effectivement avec les acteurs de la filière et on va aujourd'hui faire des sessions de formation qui nous permettront d'ici 2 ans de former justement 200 personnes selon effectivement des agents en activité qu'on va renforcer ou bien des techniciens qu'on va former. Un volet recherche appliquée adapté au contexte régional sera aussi pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour mettre en place ce qu'on appelle un centre de test qui va permettre de qualifier des modules solaires photovoltaïques. C'est-à-dire que partout vous avez des modules solaires photovoltaïques qui viennent du monde, nous sommes capables de les qualifier pour dire si ces panneaux ils sont bons ou pas. Et nous sommes aussi capables de pouvoir aujourd'hui accompagner dans la maintenance. Ce programme devrait donc avoir un impact sur la capacité de gestion de la production et de la distribution de l'énergie solaire par la Sénélec. Mme Cheria, quelqu'un qui me disait un jour, en Afrique, on a le soleil 365 jours par an, pourquoi ne pas profiter de ce soleil pour justement faire de l'électricité? Je pense qu'avec cette formation, c'est déjà bien parti pour. Oui, c'est déjà bien. Moi, ce que j'ai beaucoup plus apprécié dans cette initiative, c'est le fait qu'il est déjà associé à une école. Ils ont parlé de l'ESP, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde professionnel. C'est que la plupart du temps, le profil d'étudiant que l'on propose pour l'entreprise, par exemple, ne convient pas parfois aux attentes du chef d'entreprise ou du recruteur, etc. Donc, quand ils anticipent avec un domaine comme les énergies solaires pour faire de sorte que ces jeunes puissent être formés et initiés en la matière, c'est quelque chose d'excellent. Aussi, comme vous dites, nous avons le soleil toute l'année, alors il faut en profiter. Exactement. Merci beaucoup, Mme Cher. Rendez-vous lundi alors? Oui, on se retrouve lundi prochain. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était Mme Cher, notre consultant dans Midi Actu. C'est la fin de ce numéro. Nous nous quittons donc avec la météo du jour. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous suivre à chaque fois. À très vite sur cette même chaîne.
nombre des détenus.